Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Le gouvernement princier a tenu une conférence de presse aujourd'hui pour évoquer notamment la situation sanitaire en principauté, mais annoncer également certains assouplissements. Quels sont-ils? Le ministre d'État, Pierre Dartout, nous dévoilera cela en détail dans quelques instants. Nous vous emmènerons au cœur du 5e gala pour la santé planétaire qui a eu lieu pour la première fois au Palais Princier. Et vous le verrez, Sharon Stone y a été primée pour son engagement. Dans ce journal également, comment se porte le monde du yachting? Vanessa Dessy a enquêté dans les allées du Monaco Yacht Show. Comment la société des bains de mer entrevoit l'avenir après un exercice chamboulé par la crise? Les résultats de la saison estivale sont-ils à la hauteur des espérances? Jean-Luc Biamonti, le président délégué de la SBM, sera notre invité ce soir en plateau. Et enfin, nous parlerons culture avec les imprévus des ballets de Monte-Carlo et l'Institut audiovisuel de Monaco qui vient de dévoiler le programme de tout l'art du cinéma. Mais avant cela, je vous le disais en titre, le gouvernement princier a tenu une conférence de presse aujourd'hui au ministère d'État. Rejoignons immédiatement le ministre d'État. Bonsoir Pierre Dartout. Bonsoir. Plusieurs annonces ont été faites lors de cette conférence de presse. Revenons tout d'abord sur la stratégie adoptée. Est-ce qu'elle a porté ses fruits? On le voit, la situation sanitaire s'améliore. La situation sanitaire s'est incontestablement améliorée puisqu'on a eu au cours du mois d'août une baisse significative du taux d'incidence. Cela dit, nous sommes prudents parce que l'expérience nous montre qu'une baisse significative du taux d'incidence ne veut pas dire forcément amélioration durable. Et nous avons un certain nombre de préoccupations. D'abord dans les Alpes-Maritimes avec lesquelles la relation est très importante. Le taux d'incidence est toujours à plus de 100. Deuxièmement, nous estimons encore qu'il n'y a pas assez d'habitants, de résidents de la principauté qui sont vaccinés. Et puis nous allons rentrer dans une période de l'année, l'hiver, où la pandémie malheureusement peut se faire plus dangereuse. On sent tout de même encore un peu de prudence, même s'il y a un désir de retrouver le Monaco d'avant. Absolument. À l'heure actuelle, par exemple, il n'y a plus de phénomènes graves à l'hôpital, c'est-à-dire que le nombre de personnes à l'hôpital est limité. Malheureusement, les personnes qui sont hospitalisées pour des raisons liées au Covid sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est pour ça, et là aussi, nous insistons là-dessus, il faut que le plus possible de résidents à Monaco se fassent vacciner. Concernant la vaccination, justement, Monsieur le Ministre, en France, il est prévu une 3e dose pour les personnes de plus de 65 ans. Est-ce que cela va être le cas également en principauté? Est-ce que vous y avez pensé? Pour l'instant, on n'a pas décrété une 3e dose de façon systématique, notamment pour les plus de 65 ans, de 75 ans. On est toujours sur deux choses. La première, c'est qu'il faut de toute façon une prescription médicale. Et la deuxième, c'est que nous encourageons tous les habitants et résidents de Monaco à faire une analyse sérologique qui leur permettra de voir où ils en sont quand ils sont vaccinés sur leur propre défense. Alors faisons le point justement sur ces mesures. Est-ce que le pass sanitaire reste obligatoire? Le pass sanitaire reste obligatoire notamment dans les restaurants et dans les bars. Il ne l'est pas sur les terrasses, mais seulement pour les résidents et les salariés. Donc la mesure dérogatoire qui avait été prise est prolongée. Tout comme pour les enfants de moins de 18 ans, le pass sanitaire non plus n'est pas obligatoire dans ces établissements. On le sait, c'est un sujet qui fait débat. Qu'en est-il du port du masque? Alors le port du masque demeure obligatoire à l'extérieur pour les raisons que j'ai indiquées. C'est que pour l'instant, nous avons certes un taux d'incidence qui est à moins de 50 dans la principauté. Il est à peu près autour de 30 à 40, mais il est à plus de 100 dans les Alpes-Maritimes. Et puis encore une fois, ça sera quand nous atteindrons un taux de vaccination élevé que l'on pourra envisager l'abandon du port du masque obligatoire. Où en est-on justement dans la campagne vaccinale? Vous parlez d'un taux élevé. Un taux élevé, ça correspond à combien de pourcents? Ça correspond à 80 ou 90%. Nous avons fait, comme vous le savez, des progrès importants depuis le début de l'année, mais nous devons observer que depuis quelques semaines, depuis une quinzaine de jours,
si cette progression des nombres de vaccinés demeure, elle est moins importante. C'est-à-dire qu'on est sur une espèce de faux plat dans la progression. Donc nous appelons l'ensemble des résidents en principauté à la vaccination, en leur disant que c'est naturellement l'outil le plus efficace pour que nous combattions collectivement la pandémie. C'est ce message que vous souhaitez également transmettre aux personnes, aux voix qui se sont élevées lors des manifestations dernièrement à Monaco contre l'obligation vaccinale pour les soignants et contre le pass sanitaire? Alors, le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Mais c'est vrai que nous enregistrons avec beaucoup de satisfaction le vote par le Conseil national du texte rendant obligatoire la vaccination pour les personnels de santé et ceux qui sont en contact avec les plus vulnérables. Donc cette loi existe et nous nous en félicitons. Il y a toujours le pass sanitaire, lui qui, comme son nom l'indique, permet à tout citoyen, toute personne qui en dispose d'avoir une plus grande liberté. Et le pass sanitaire, c'est soit être vacciné, soit faire l'objet d'un PCR de moins de 72 heures. Oui, cette levée de jauge permet à l'AS Monaco Basket de recevoir sur son parquet tous les matchs d'Euroleague cette saison. Il n'y aura plus de jauge, simplement il y aura toujours obligation du port du masque. Et pour les événements culturels en plus, tous ceux qui participent à l'événement, les musiciens, les danseurs, devront répondre au pass sanitaire. C'est-à-dire qu'il y aura un contrôle au pass sanitaire, non pas pour le public qui portera le masque, mais pour tous ceux qui travailleront, ou qui chanteront, ou qui danseront, ou qui joueront au théâtre. Pardon, je souhaiterais juste avoir votre réaction sur cette décision de l'Euroleague d'autoriser la Roca Team, l'AS Monaco Basket, de jouer sur son terrain. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, qui aimez beaucoup le sport? C'est une grande satisfaction. Personnellement, j'aime beaucoup le basket. Et le fait que Monaco, qui a réussi à rentrer en Euroleague par la grande porte, méritait de jouer tous ces matchs à domicile. Nous nous sommes fortement mobilisés, notamment le ministre de l'Intérieur, les services du gouvernement, avec le club, de façon à ce que nous puissions améliorer la capacité d'accueil de la salle. Nous avons, après quelques difficultés qu'il faut reconnaître, eu des négociations serrées et le club s'est fortement mobilisé là-dessus. Nous l'avons accompagné. Dès le prochain match, Monaco pourra accueillir le Panathinaïkos d'Athènes ici dans sa salle. Et c'est un grand plaisir. Personnellement, je m'y rendrai d'ailleurs. Bien, merci beaucoup pour cette petite parenthèse pour les amoureux de sport que nous sommes. Merci infiniment, monsieur le ministre. Merci. Restons sur le rocher pour revenir sur l'événement d'hier soir. Le 5e gala pour la santé planétaire a eu lieu pour la première fois au Palais Princier. Autour du prince Albert II et de la princesse de Hanovre, plusieurs artistes de renom se sont réunis. Ils œuvrent justement pour l'environnement, mais pas seulement. Le reportage de Sandrine Nègre, Jean-Alexandre Dordet et Louis Borgia. Un lieu de prestige pour une soirée qu'il était tout autant. Après Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Robert Redford et Sting, l'édition 2021 de l'événement a récompensé une femme connue pour ses performances au cinéma, Basic Instinct, L'Expert, Mort ou Vif ou encore Casino, et pour son engagement en faveur de causes nobles, la lutte contre le sida par exemple. Depuis de nombreuses années, Sharon Stone se bat aussi en faveur de la planète. I came here a long time ago. I've known Albert forever, and I did events for the Princess Grace Foundation as a kid. I've been engaged with Monaco and with Prince Albert for a long time. It's very meaningful to be honored because, as we all know, we have nothing but natural disaster after natural disaster. And these natural disasters are unnatural because we are causing them by our own disrespect for nature. And it's extremely important that we pay attention to what we're doing to our planet because we need each other.
5e édition de ce gala qui restera associé à 2 premières. Première récompense pour une femme, Sharon Stone donc, et autre première, l'événement avait lieu dans la cour d'honneur du Palais Princier, cour où se trouvait aussi Orlando Bloom, le héros de Pirates des Caraïbes est un habitué du gala pour la santé planétaire, en soutien aux actions de la Fondation Prince Albert II et cette année de la Fondation Princesse Charlène. Plus proche de nous dans l'Hexagone, 2 artistes s'engagent particulièrement. Gaspard Ulliel, qui avait signé la tribune Le cinéma pour le climat, et Mélanie Laurent avec son documentaire Demain. Il aurait fallu l'appeler hier. Donc on est très en retard et j'ai l'impression que personne ne prend conscience de ce timing qui est très urgent. Et donc on passe notre temps à parler de scénarios alarmistes et puis finalement, autant ici on se réunit pour essayer de trouver des solutions, autant eux se réunissent pour parler de ce qui ne va pas et dire que vraiment ça ne va pas. À l'heure actuelle, on est arrivé à un stade où on a tous une mission face à cette préoccupation qui est malheureusement aujourd'hui devenue une réelle priorité. Je pense aussi bien dans les actions individuelles que surtout au sein des actions communes avec les gouvernements, les investisseurs. Donc je pense que tout le monde doit se mobiliser. Et effectivement, si moi je peux utiliser ma petite notoriété pour essayer de sensibiliser encore davantage les gens sur ces questions-là qui sont devenues, je trouve, une priorité absolue aujourd'hui. Une priorité aujourd'hui pour un demain plus sain. Océan, terre et humanité étaient une fois encore à l'honneur à Monaco. Artistes, décideurs et philanthropes ont uni leurs forces pour le bien commun à travers notamment cette prestigieuse vente aux enchères. Et sachez que nous reviendrons sur cet événement et plus précisément sur les actions menées grâce aux fonds récoltés lors de ce gala dans notre édition de demain. Le reste de l'actualité, c'est avec vous Yannick Debevert. Bonsoir Yannick, les diplômés de l'IFSI ont été décorés ce matin. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. C'est une tradition, chaque année les lauréats de l'Institut de formation en soins infirmiers se voient remettre leurs insignes et leurs diplômes lors d'une cérémonie. Ce matin, à l'amphithéâtre du lycée hôtelier de Monaco, les élèves de la promotion 2021 ont été honorés par son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre. Une cérémonie symbolique pour ces anciens étudiants, désormais infirmiers et aides-soignants. Le Monaco Yacht Show se termine demain soir. Avant sa clôture, le prince souverain a tenu à visiter le salon Yannick. Il constitue l'un des rendez-vous les plus exceptionnels de l'année en principauté. C'est donc tout naturellement que le prince souverain est venu voir de ses propres yeux cette 30e édition du Monaco Yacht Show. Sous le soleil monégasque, le luxe et l'exceptionnel sautent aux yeux. Pour admirer toutes les dernières innovations et le nec plus ultra du yachting, vous avez jusqu'à demain, samedi, 18 h. Et restons au Monaco Yacht Show justement, nous nous sommes intéressés ce soir à la santé économique du secteur du yachting. Comment l'industrie a-t-elle traversé cette crise? Élément de réponse dans ce reportage signé Vanessa Dessy sur des images de Serge Prémont et Thomas Deus. La crise sanitaire n'a pas vraiment freiné la progression du secteur de la grande plaisance. En témoigne le succès du Monaco Yacht Show. Le segment des 50 à 60 mètres représente la plus grosse part de marché des commandes. Le secteur des jouets devient inconditionnel à bord d'un super yacht et de nouvelles tendances se développent. Alors comment le marché traverse-t-il la crise ? La crise, on l'a traversée en travaillant vraiment en peaufinant l'overboat. Et aujourd'hui, j'avoue qu'on a un résultat qui est au-delà de ce qu'on espérait au départ en termes de performance, de stabilité et de capacité nautique. Mais ce qui est sûr, c'est que j'entends dire qu'il y a un besoin d'évasion, de liberté qu'on retrouve en mer avec, on va dire, un certain isolement. Donc on est protégé aussi. On n'est pas comme dans des foules où on risque d'être contaminé. Et donc que ça soit un gros yacht ou l'overboat qui est beaucoup plus petit, ça conjugue à la fois cette évasion et à la fois un sentiment de sécurité puisqu'on est un petit peu isolé. Le domaine de l'édition spécialisée dans le yachting a également été touché. La pandémie a paralysé le secteur durant des mois. On a connu des difficultés parce qu'avec les annulations de salons, on ne pouvait plus essayer les bateaux comme on voulait. Et comme la plupart des chantiers sont à l'étranger, que ce soit en Turquie, que ce soit en Allemagne et que ce soit en Italie, il fallait prendre des mesures, le pass sanitaire, la vaccination n'était pas encore aussi courue que maintenant. Et il fallait se déplacer quand on pouvait. Mais on ne pouvait pas se déplacer aussi souvent qu'on voulait. Donc ça a été relativement compliqué. Mais je pense qu'on a passé la vague maintenant et on va vers des jours meilleurs.
L'industrie nautique post-Covid est donc prête à renaître. Le futur du yachting a encore de beaux jours devant lui, dans un environnement certainement plus éco-responsable. Il est temps à présent de rejoindre notre second invité, le président délégué de la Société des Bains de Mer, Jean-Luc Biamonti. Bonsoir Jean-Luc Biamonti. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les studios de Monaco Info pour aborder ensemble l'exercice 2020-2021 et les perspectives de la Société des Bains de Mer. Tout d'abord, quels enseignements peut-on tirer de l'année 2020-2021 ? Eh bien, comme vous vous en doutez, c'est une année particulièrement difficile à laquelle non seulement on ne s'attendait pas, mais le monde ne s'attendait pas à ce qui est arrivé. Donc un exercice difficile où on a appris à télétravailler, à changer nos horaires, à se serrer les coudes. Je dirais que l'enseignement principal, c'est que finalement, dans une période très difficile pour la société, le personnel a fait preuve d'une grande solidarité, d'une grande dévotion à la société et on a tenu le coup. On a perdu beaucoup d'argent évidemment, mais on est toujours là et on espère pouvoir rebondir. Vous avez été amené à faire un plan de restructuration globale. Cela a été dur pour le président et l'homme que vous êtes. On a fait trois choses assez drastiques. Premièrement, on a coupé tous les investissements. Deuxièmement, on a immédiatement supprimé tout ce qui était contrat à durée déterminée. Et puis est arrivé, donc ça c'était au tout début de la crise, et puis ensuite on a fait ce à quoi vous vous référez, à savoir le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi. On a pu, grâce à l'attractivité de ce plan, faire que la plupart des gens sont partis volontairement avec un chèque sympathique. Et donc ça a été, je suppose, quand même moins dur pour eux. Je ne suis pas sûr qu'ils soient partis le sourire aux lèvres, mais néanmoins avec une belle compensation. Et seulement 2, on a dû les forcer à partir. C'était un moindre mal par rapport à 250. Il n'y a pas d'autres plans prévus. La saison estivale laisse entrevoir de belles choses pour la reprise de l'activité de la SBM ? Non, il n'y a pas de deuxième plan. On a fait un plan, on s'est remis à un niveau de nombre d'employés que l'on pense à peu près adéquat. La preuve en est que nous avions beaucoup plus de demandes que de gens que nous avons laissés partir. Donc on a calibré en fonction de ce que nous pensions être l'idéal pour la société. Et on a refusé le départ de beaucoup de personnes. Et puis, effectivement, on se prépare pour l'avenir. Et notamment, peut-être l'occasion de l'annoncer, nous allons, dès la semaine prochaine, ouvrir la procédure pour une nouvelle école de jeu. L'école de jeu, c'est l'école où nous faisons rentrer des apprentis croupiers que nous formons au métier de croupier et au métier des casinos. Donc, on ouvre une école de jeu la semaine prochaine. Le temps de faire la sélection. Les cours commenceront début de l'année 22, en janvier, de façon à ce que les à peu près douzaine de croupiers que nous espérons former soient prêts pour l'été 22. Et concernant donc la saison estivale, est-ce qu'on peut parler de chiffres, on va dire, encourageants ? À l'hôtellerie, en juillet-août, on n'est pas très loin de 2019, juste juillet-août. Avril, mai, juin, on était loin derrière. Mais juillet-août, on fait presque 2019, ce qui est quand même effectivement plutôt positif. Et on est le 23 septembre, pardon. Le septembre, pour le moment, est bon aussi. Vous parlez des atouts de la Société des Bains de Mer. Le Café de Paris en fait partie. On parle d'une refonte. Est-ce que cela est vrai, Jean-Luc Biamonti ? C'est plus qu'une rumeur. Nous travaillons sur un projet effectivement de refonte assez complète du Café de Paris. Le projet a été initié par nos services avec un très beau projet. Tous ceux qui l'ont vu me disent c'est mieux après qu'avant. Donc le conseil d'administration l'a vu, le gouvernement l'a vu. Nous sommes on a retenu un architecte, Charles Perrault, qui est un architecte des bâtiments de France, pour nous aider à bien harmoniser le tout. Et nous devrions déposer le permis de construire le mois prochain. Si tout se passe bien, on a l'autorisation de construire. Je dis construire parce qu'on ne démolit pas, on reconstruit, on modifie, mais il n'y a pas de démolition du Café de Paris. Et donc on commencerait les travaux au début de l'année 22 avec comme objectif d'ouvrir juin 23. Donc il serait fermé ? Tout le long ? Alors dans le bâtiment, la partie casino et magasin à gauche, quand vous le regardez, reste ouverte tout le temps. La partie brasserie sera fermée une dizaine de mois, 10 à 12 mois. Et nous sommes en train de travailler sur des solutions alternatives de restauration sur la place, très probablement, ou à proximité de la place. Un dernier mot, Jean-Luc Biamonti, sur votre état d'esprit. On le voit par vos mots qu'on a l'impression que la vie reprend.
il semble qu'on va vers le mieux. Nous, on se prépare à ça. On n'a aucune raison d'être pessimiste. Ça devrait repartir et on a beaucoup d'atouts. Donc voilà, on joue le jeu, on joue le jeu à fond. Le personnel a joué le jeu à fond avec nous. On est bien équipé, je crois, pour le rebond. La seule chose qui nous gênerait, c'est une 5e ou 6e vague. Je ne sais plus à quelle vague on en est. Mais j'y crois pas. On est tous vaccinés. Pas tous, mais la plupart d'entre nous sont vaccinés. Il ne semble pas qu'on puisse déraper de façon violente, quoi. Optimiste donc. Il n'y a pas le choix. À quoi ça sert d'être pessimiste? On est obligé dans cette situation. Merci infiniment, Jean-Luc Biamonti, d'avoir été avec nous dans les studios de Monaco Info. Merci. Merci. Bonsoir. Nous avons reçu dernièrement Jean-Christophe Maillot sur notre antenne qui nous a dévoilé la nouvelle saison des Ballets de Monte-Carlo, une saison synonyme de nouveau départ comme il nous l'avait confié. Avant de découvrir les grands rendez-vous à la Salle Garnier ou au Grimaldi Forum, quelques privilégiés ont pu assister aux imprévus, dont notre journaliste José Sacré. Premiers imprévus de la nouvelle saison des Ballets de Monte-Carlo, c'était le 23 septembre à l'atelier de la compagnie. Une séance de travail en présence des amis des ballets, autour de la mégère apprivoisée et surtout de Roméo et Juliette, le premier spectacle à l'affiche de la Salle Garnier du 21 au 23 octobre prochain. Toujours ce regard privilégié qu'on offre à tous ces gens qui nous sont fidèles, qui connaissent bien la compagnie, qui la suit, qui ont une attention particulière pour les danseurs. Et là, en l'occurrence, encore une nouvelle distribution de Roméo et Juliette, avec tous les rôles sont nouveaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui encore permet au public de découvrir. Je dis toujours, on va bien voir un opéra 10 fois, on peut très bien voir un ballet 10 fois à partir du moment où on a une variation dans la manière de le faire, une couleur différente qui est proposé. Là, j'ai une compagnie magnifique, j'ai des nouveaux danseurs qui viennent d'arriver, on peut retrouver le public, je pense qu'on va retrouver une chose à peu près normale. J'avais un manque quand même, je me suis rendu compte de travail avec les danseurs, de chorégraphie. Bon, voilà, je sens que c'est vraiment reparti et ça fait vraiment du bien. Les Ballets de Monte-Carlo qui partiront en tournée le 1er octobre à quelques kilomètres de Monaco pour présenter la mégère apprivoisée à Fréjus. Nous évoquions hier ce soulagement pour la Roca Team de pouvoir évoluer sur son parquet en Euroleague. Vous avez plus de précisions à nous apporter concernant la billetterie, Yannick. Priorité aux anciens abonnés qui peuvent renouveler leur abonnement à la salle Gaston Médecin dès aujourd'hui. Les nouveaux devront attendre lundi pour voir la billetterie s'ouvrir à eux. Pour cette saison exceptionnelle, 2 types d'abonnements sont possibles. Celui à 17 matchs uniquement pour l'Euroleague et celui à 34 qui inclura toutes les rencontres de la saison à domicile entre Championnat de France et Coupe d'Europe. Les billets pour les premières dates sont également disponibles avec là encore une priorité aux abonnés. Plus d'informations sur l'adresse qui s'est affichée en bas de votre écran. Oui, la Roca Team qui a dévoilé hier soir sa photo officielle pour la saison 2021-2022, photo prise de nuit, mettant en valeur cette équipe fin prête à marquer une nouvelle fois l'histoire du club. Photo d'ailleurs signée par notre photographe Michael Alési. Sport toujours Yannick, la Scuderia Ferrari a annoncé un changement à venir pour ses monoplaces. C'est désormais chose faite. C'est un circuit que Charles Leclerc aime beaucoup et où il avait terminé 6e la saison passée. À Sochi, pour le Grand Prix de Russie, le pilote monégasque bénéficiera d'un tout nouveau moteur, un changement qui est pénalisé d'un départ en fond de grille par la FIA. Compétiteur dans l'âme, il déclarait, je cite, « Il n'est pas impossible de doubler sur cette piste, je suis donc prêt à passer à l'attaque ». A noter que le pilote numéro 1 de Ferrari a signé les 4e et 10e temps lors des premiers essais libres dominés par Mercedes. Dans un tout autre domaine, vous vouliez nous parler de cette exposition de broderie. L'association de fil en aiguille Monaco exposera ses derniers ouvrages brodés à la main à l'occasion des 26e Journées européennes du patrimoine. Ce sont des produits artisanaux exceptionnels concoctés par la vingtaine de brodeuses de l'association, toujours en quête de nouvelles techniques pour se perfectionner. Tous les amateurs de cet art manuel pourront se rendre ce dimanche entre 10 et 18 h dans le hall du Café de Paris. Vous l'avez dit, ce sont les 26e Journées européennes du patrimoine, mais cette année voit également la naissance de la journée du matrimoine, Yannick. Tout à fait, pour rendre hommage à toutes les femmes artistes, intellectuelles et créatrices du passé, la Principauté a décidé de lancer la première journée du matrimoine ce dimanche,
Un titre symbolique qui fait écho au thème de ces 26e journées européennes, Femmes et le patrimoine. Ce dimanche à Monaco, vous aurez donc la possibilité de visiter gratuitement ou à des tarifs préférentiels tous les lieux historiques et de culture. Pour toute question logistique et notamment de possibles réservations à faire, rendez-vous sur le site internet journéepatrimoinemonaco.com. Oui, et parmi les sites à visiter lors des Journées européennes du patrimoine se trouve l'Institut audiovisuel de Monaco. Il vient justement de présenter sa nouvelle saison de Tout l'art du cinéma au Théâtre Princesse Grace. Christine Datomel et Thomas Deus vous donnent un aperçu du programme. Archives, patrimoine, art et essais, ciné-conférences, films avec ou sans parole. Un programme riche cette année pour tout l'art du cinéma qui présentera des films mythiques ou peu connus du grand public, des films à la croisée de la nature et de la science, en hommage au prince Albert Ier, pionnier de l'image animée et ardent praticien du cinéma, 2022 étant le centenaire de sa disparition. On a essayé de tisser une saison qui évoque quelques-uns des combats du prince Albert Ier, quelques-uns des pays, des territoires qu'il a arpentés. Voilà, donc on a essayé de choisir 15 films qui couvrent en même temps l'histoire du cinéma, mais qui évoquent certaines des thématiques propres au prince Albert Ier. Comme par exemple le film de Roman Polanski, J'accuse, qui évoque l'affaire Dreyfus qui déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier et qui fait référence à l'un des combats du prince Albert Ier, de la Tortue Rouge en passant par les Sentiers de la Gloire ou par Harold des Modes ou encore Jamais plus jamais. Tout l'art du cinéma sera mis en lumière dans cette nouvelle saison présentée par l'Institut audiovisuel qui vient d'ouvrir ses portes depuis quelques mois au public, l'Institut ayant déménagé dans des locaux plus spacieux. On peut accueillir le public à l'Institut dans certains espaces. On a à l'entrée de l'Institut un cabinet de curiosité où on a rassemblé un certain nombre d'objets en lien avec le cinéma et la mémoire du cinéma à Monaco. Et puis, on a une petite salle à vocation plus éducative. On reçoit beaucoup de scolaires dans cette salle où il y aura une autre programmation différente de celle des Mardis du cinéma. Une bibliothèque recevra également les visiteurs pour leur permettre de consulter différentes archives, axées principalement sur le cinéma et sur les collections numérisées concernant la principauté de Monaco. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de samedi, Yannick ? Eh bien, une légère perte d'ensoleillement malheureusement demain en principauté. Le soleil parviendra quand même à effectuer quelques percées dans la journée. Il fera 20 degrés pour la minimale et 26 au maximum. Le jour se lèvera à 7h19 et se couchera à 19h25. Enfin, ce samedi 25 septembre, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les Hermann. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous rappelle le principal titre de ce journal. Le gouvernement princier a annoncé un assouplissement des mesures sanitaires en principauté. Le port du masque reste toutefois obligatoire. Retrouvez tous les détails sur nos réseaux sociaux. Ce journal est à présent terminé. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition dans laquelle nous recevrons Albert Croesi à quelques jours de l'ouverture de l'exposition universelle de Dubaï. C'est d'ailleurs l'objet de nos photos de fin de journal, photos signées Manuel Vitali. À demain, une belle soirée à tous sur Monaco Info.